Bonjour à tous. D'abord, merci à Madame Turki-Chichi de nous avoir invités, parce que à la fois c'est très sympathique et très intéressant de se retrouver avec des gens que l'intelligence économique intéresse et motive, hein, et autre part de pouvoir échanger à la fois notre expérience et votre vision des choses. Donc merci. Hein, et pour répondre à votre question, et en même temps ça me permettra de continuer sur ce qui vous a été dit par Mme Turki-Chichi, le problème de l'intelligence économique, c'est que c'est devenu une nécessité, mais que beaucoup de gens n'ont pas encore compris que c'était devenu une nécessité. Et je vais m'expliquer là-dessus. Nous sommes dans une compétition mondiale terrible, dans laquelle personne ne se fait de cadeaux, et dans lequel il faut que chaque pays ait conscience qu'il n'a pas d'amis. On peut avoir des partenaires, on peut avoir des alliés pour une durée temporaire, mais nous n'avons pas d'amis. Dans la compétition mondiale actuelle, chacun se bat pour lui. Et ça, je crois que c'est très important, parce que depuis très longtemps, on avait tendance à on faisait partie les uns et les autres, on faisait partie de blocs économiques, on faisait partie de blocs politiques, et dans lesquels il y avait quand même un minimum d'échanges. La spécificité de ce qui s'est passé depuis 20 ans, depuis 15 ans, ce qui se passe et qui va se développer encore, c'est qu'en définitive, maintenant, tous nos systèmes ont explosé. Regardez l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Bien, l'Organisation mondiale du commerce qui a essayé de gérer les flux et les échanges au niveau mondial, c'est un échec total depuis 10 ans. Et le président Trump, maintenant, vient de lui mettre les derniers coups de poignard en annonçant qu'il allait dénoncer tous les accords parce qu'il les considérait comme ridicules. Et pourtant, quand vous regardez le dessous des cartes, il est évident que tous ces accords de l'OMC favorisaient les pays occidentaux parce que c'est eux qui en avaient fait les règles. Et que ce qui est en train de se passer, c'est qu'un certain nombre de pays en développement ne veulent plus entendre parler de règles qui favorisent les Occidentaux à leur détriment. Donc et je pourrais comme ça vous donner des dizaines d'exemples. Et là, on est au cœur de l'intelligence économique telle qu'elle a été rappelée, à savoir que aujourd'hui, nous sommes dans une bataille générale et dans laquelle chacun peut s'en sortir, parce que ça, c'est bien ça qu'il faut voir. Chaque pays a des potentialités que les autres n'ont pas. Le problème, c'est de les repérer, de les identifier, de les définir. Et une fois qu'on les a définis, c'est-à-dire qu'il faut bien se connaître, et c'est la première étape en intelligence économique, avant de regarder les autres, avant de regarder comment ils sont, avant de regarder le marché, il faut d'abord se connaître. Il faut avoir le courage de se connaître. Parce que c'est très difficile de s'avouer la vérité, de dire je suis mauvais dans quelque chose. Personne n'aime dire je suis pas bon. On essaie de trouver des excuses, on essaie de trouver des solutions. Eh bien, il faut apprendre au contraire à se dire de manière très froide, là je m'en sors bien, là j'ai des possibilités, là je suis très mauvais. Et si je suis très mauvais, est-ce que je peux m'améliorer ou pas ? Si je ne peux pas m'améliorer, c'est pas la peine d'essayer, ne perdez pas du temps. Allons au contraire nous améliorer sur là où nous avons des capacités de nous développer. Et alors comment s'améliorer ? Pourquoi ? Eh bien c'est en se comparant aux autres. Et là on est encore dans l'intelligence économique pure. Pour pouvoir progresser, il faut avoir des références. Si on veut faire du saut en hauteur, vous pouvez essayer, enfin du moins maintenant pour la plupart d'entre vous, en tout cas moi c'est fini, mais pour la plupart d'entre vous, pour les plus jeunes, les étudiants en particulier, si vous faites du saut en hauteur, vous pouvez voir, si vous mettez une barre ou un fil, eh ben vous sauterez plus haut que si vous ne mettez pas de barre. C'est comme ça. Parce qu'on se fixe un objectif et l'objectif vous donne une force supplémentaire. Eh bien, c'est pareil en intelligence économique. L'intelligence économique bien faite va vous permettre de repérer ce qui se passe à l'extérieur, va vous permettre de repérer des opportunités que vous pourrez peut-être exploiter si vous en avez la capacité, et on revient à ce que je vous disais avant, mais qui va vous permettre aussi d'identifier toutes les menaces qui sont autour de vous, menaces que vous devez prendre en compte, parce que si vous les refusez de les voir, eh bien, qu'est-ce qui se passera ? Ben, vous perdrez la bataille. Parce que quand ça vous tombera dessus, vous ne serez pas prêt à réagir, vous ne serez pas prêt à vous défendre. Or, nous sommes dans un monde dans lequel chacun essaie de gagner par rapport aux autres. Chaque pays, chaque organisation, on parlera tout à l'heure des entreprises, mais chaque pays et chaque organisation essaie de développer ses propres capacités.
Alors, c'est pour ça que dans un pays, quel qu'il soit, à partir du moment où on voit se développer des processus d'intelligence économique, on se dit, ils sont sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie, mais il y a un deuxième problème, et là je peux vous en parler, parce qu'on l'a vécu en France, on l'a vécu en Angleterre, on l'a vécu en Allemagne pour parler des pays européens, mais on l'a vu dans plein d'autres pays, c'est que l'intelligence économique au niveau des États, ça ne marche que quand il y a une mobilisation générale, à commencer par les dirigeants, les politiques et les dirigeants, en disant, pour gagner, il faut qu'on utilise ces nouvelles méthodes, qui nous viennent d'ailleurs, mais qui ont fait leurs preuves partout. Je peux vous assurer aujourd'hui que les Américains, ils suivent une stratégie extrêmement précise sur le plan économique. Il faut méconnaître vraiment le mode de fonctionnement américain pour croire qu'actuellement on a un président américain qui invente tous les jours quelque chose. Pas du tout. Il est dans une application méthodique de ce qu'on appelle la doctrine de Monroe, c'est-à-dire le repli sur les États-Unis, repli économique sur les États-Unis, qui est rendu possible par le fait que depuis 1 an, ils sont autosuffisants avec le gaz et le pétrole de schiste, qui a été combattu en Europe, mais que eux utilisent à fond. Ils n'ont plus besoin du pétrole et du gaz du Moyen-Orient, ni de l'Afrique. À partir de ce moment-là, ils peuvent se replier sur eux-mêmes et vivre sur eux-mêmes. Et la deuxième stratégie américaine, c'est bien entendu d'appuyer ça par une force militaire très puissante pour pouvoir intervenir ailleurs quand des gens veulent les déranger sur un point ou sur un autre. La stratégie, on la connaît. L'intelligence économique vous permet de la décoder tout à fait. Encore faut-il, pour cela, avoir la volonté d'aller chercher l'information. Encore faut-il que le politique ait le courage de remettre en cause un certain nombre de convictions qu'il peut avoir pour se dire, comment on peut s'en sortir ? Utilisons toutes les bonnes informations que nous avons, essayons de comprendre ce que fait l'autre, et à partir de ce moment-là, on sera efficace. Alors, on parle, puisque c'est un peu le thème de cette première table ronde, on parle de veille. Alors moi, je vais vous dire, la veille, c'est effectivement, dans le cadre de l'intelligence économique, c'est une étape très importante. Mais reprenons ça dans le détail. En réalité, vous avez 3 étapes. 3 étapes dans la surveillance de l'environnement, dans la pratique de l'intelligence économique face à son environnement proche ou éloigné. Le premier, c'est de constituer ce qu'on appelle le dossier de base, c'est-à-dire il faut absolument, sur un problème donné, que ce soit une filière industrielle, que ce soit une politique de pays, que ce soit ce que vous voudrez, eh bien, il faut absolument constituer un dossier qui comprend tous les éléments importants qu'il faut prendre en compte et qu'il faut surveiller. C'est-à-dire qu'il y a un travail de base. On construit la base, on construit le socle. Et c'est un énorme travail parce qu'on part de rien, puisqu'il n'y a rien. Donc on va chercher avec tous les moyens, toutes les informations qui vont nous permettre de déterminer pour un problème donné quels sont les points essentiels, qu'est-ce qu'il faut surveiller, qu'est-ce qu'il faut regarder. Et c'est justement ces points, ensuite, une fois que vous avez fait ce socle, ce sont ces points qu'il faut surveiller, qu'il faut regarder, que vous allez en permanence surveiller avec ce qu'on appelle la veille. C'est-à-dire qu'en permanence, vous allez avoir des capteurs qui vont regarder. Et on voit bien, et vous le montriez tout à l'heure avec Facebook, les capteurs, ils ont beaucoup évolué. Parce qu'il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou 40 ans, on était dans le renseignement, c'est-à-dire qu'on avait des organisations qui allaient chercher des informations par différents moyens pour essayer de comprendre. Aujourd'hui, avec l'Internet, on a 95% de l'information sur n'importe quoi. Donc c'est quelque chose de fantastique. On a aujourd'hui à disposition quelqu'un de moyen, mais qui connaît les techniques, est capable d'aller chercher et de trouver des informations sur pratiquement tout. Et derrière, les réseaux sociaux ont encore ajouté une couche. Quand on voit qu'ici, vous avez plus de 50% qui les utilisent en Tunisie et que plus de 90% de la population connaît Facebook, ou est inscrite à Facebook, vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter. Parce que Facebook, c'est une formidable source d'informations sur tout le monde, sur vos comportements, sur vos actions. Et c'est pas étonnant si les Américains, si M. Zuckerberg, mais il n'y a pas que lui, ils le font tous, essaient aujourd'hui d'utiliser et de vendre toutes les informations qu'ils récupèrent, parce que ça vaut beaucoup d'argent.
Savoir comment chacun d'entre nous se comporte, comment il réagit, quels sont ses centres d'intérêt, qu'est-ce qu'il pratique, qu'est-ce qu'il achète, ça vaut de l'or pour le commerçant qui est en face, pour le politique qui est en face. C'est pas étonnant si Cambridge Analytica, par exemple, a été utilisé pour convaincre 80 millions de citoyens américains de voter pour M. Trump. Et entre parenthèses, c'est pas du tout pour faire de la politique, parce qu'il y en a autant de l'autre côté. Simplement, les démocrates ont sorti l'affaire de Cambridge Analytica contre Trump, mais ils ne parlent pas de ce qu'ils ont fait de l'autre côté au niveau de Mme Clinton, dont le mari fut financé par les Russes. Parce que c'est assez amusant ce qui se passe aujourd'hui. On accuse Trump d'avoir été acheté par les Russes, mais on oublie que la fondation de M. Clinton a été financée en partie par les Russes. Donc on est dans des... C'est là où l'intelligence économique devient intéressante. C'est que, loin de croire absolument tout ce qu'on nous raconte, on va aller chercher le dessous des cartes. Et dans la compétition moderne, c'est le dessous des cartes qui compte si on veut gagner. Il ne faut pas croire ce qui apparaît au premier niveau. Il faut chercher ce qu'il y a derrière, ce qu'on ne vous dit pas. Parce que c'est sur ce qu'on ne nous dit pas, et qui est intéressant de découvrir, que l'on peut construire des stratégies gagnantes. Alors, pour ça, si vous faites de la veille, ben vous vous apercevez que nous avons des quantités au niveau des États. Hein. On a des quantités d'informations qui sortent aujourd'hui. Alors c'est ce qu'on appelait les signaux faibles. Signaux faibles, c'est quoi? C'est un petit signal qui apparaît dans votre système de veille comme différent de ce que vous connaissez au niveau de votre socle, c'est-à-dire au niveau de votre dossier. Vous avez le dossier, puis brutalement vous dites un truc, tiens, ça c'est bizarre. Ça, c'est un peu différent de ce que je connaissais, de ce que je savais jusqu'à maintenant. Et donc, logiquement, et c'est normal, puisque c'est différent du reste, vous allez l'étudier. C'est ce qu'on appelait le signal faible. Ce qui se passe aujourd'hui, avec justement le big data, vous savez, avec ces masses de données que nous traitons aujourd'hui, on traitait 1000 données, 5000 données, 10 000 données dans le passé, maintenant on en traite des millions et bientôt des milliards. Bon, je dis des millions, même des centaines de millions, et on arrive aux milliards. Bon, il est évident qu'à ce moment-là, tout change. Et ce qu'on appelait le signal faible devient un signal fort, un signal, je dirais, assourdissant, parce que, alors qu'on avait une information sur quelque chose, il y en a des dizaines qui arrivent, donc qui confirment. En définitive, une des grandes qualités de ce qu'on est en train de vivre avec l'arrivée du cyberespace et du big data, et de tous les moyens dont je vous parle, c'est que progressivement, on réduit notre marge d'incertitude. Celui qui pratique l'intelligence économique, quand il doit prendre une décision de se dire oui ou non, avant, sans information, c'était oui ou non à 50% de chance de se tromper. Alors, les plus doués, tout à l'heure vous montriez Napoléon, là, hein, les plus doués, parce qu'ils avaient l'intuition, ils réduisaient le truc. Ils se trompaient un peu moins souvent que les autres. Peut-être de 50%, ils se trompaient, allez, 40%. Et c'était déjà pas mal. Donc ils avaient un avantage concurrentiel par rapport aux autres, puisqu'ils faisaient moins d'erreurs. Mais par l'intuition. La grande nouveauté que nous vivons avec la pratique de l'intelligence économique actuelle, c'est qu'avec le big data et nos techniques, on réduit l'incertitude à 20%. C'est-à-dire que sur un choix que nous faisons, celui qui pratique l'intelligence économique telle que je vous la définis va réduire de l'ordre à 20% à peu près sa possibilité d'erreur. C'est énorme quand l'un a 50% d'erreur et l'autre en a que 20%. Je peux vous dire à coup sûr que dans la durée, il y en a un qui va gagner et vous devinez bien lequel. Et c'est ça l'intelligence économique d'État. On parlera tout à l'heure de celle d'entreprise, mais l'intelligence économique d'État, l'intelligence économique d'organisation, elle commence donc par la prise de conscience par le politique et par les responsables, hein, que c'est un outil extraordinaire parce qu'il va vous permettre d'être plus efficace, non seulement dans les réponses que vous apportez, mais dans les chances de ne pas vous tromper. Et si vous avez bien enregistré ça, alors l'avenir est devant vous. Et je constate aujourd'hui qu'un certain nombre de pays l'ont bien compris. Et pour vous citer un pays africain que j'aime bien, je le précise tout de suite, et qui n'est pas francophone au départ, qui est le Ghana. Le Ghana, c'était une dictature militaire. Ils ont réussi à faire une transition démocratique qui fait que depuis maintenant 30 ans, 40 ans même, eh bien, il y a régulièrement des changements, il y a des votes, il y a des changements de président, et le président, il passe d'un côté, de l'autre, dans tous les genres. Bon, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont compris
l'intérêt d'utiliser ces nouvelles technologies et ces nouvelles méthodes. Et je me souviens, moi, il y a très longtemps, le président Beaufort, qui était le président à l'époque du Ghana, m'avait montré les écoles où les gosses avaient 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, les jeunes. Et il me dit, ils avaient tous des ordinateurs, il y a 30 ans, hein, ils avaient tous des ordinateurs. Et sur leur table, et je lui avais dit, mais président, vous avez équipé vos classes d'ordinateurs? Ils m'ont dit oui, parce que comme chez nous, on est très pauvres, qu'on n'a pas de richesse minière, qu'on n'a pas de richesse pétrolière, on ne pourra gagner dans la compétition mondiale que parce qu'on sera mieux informé que les autres, parce qu'on sera capable de réagir plus vite et mieux que les autres, parce qu'on aura tous les éléments de décision avant les autres. Eh bien, si vous regardez le Ghana aujourd'hui, c'est 7% de croissance permanente depuis maintenant 15 ans. C'est le plus beau développement de l'Afrique alors que c'est un pays plus pauvre. Et quand je vois à côté le Mali, il est facile d'en tirer les conséquences. Vous voyez, alors je vous dis ça parce que je pourrais vous donner des dizaines d'exemples, hein, parce que je vous parlais du Mali, mais je pourrais vous parler aussi de la Corée. La Corée du Sud était au même niveau que le Mali en 1950. Regardez ce qu'est devenu la Corée du Sud, regardez ce qu'est le Mali. Et vous voyez ce qu'on peut arriver à faire à partir du moment où on intègre cette donnée de compétition, la compétitivité au niveau mondial, le réalisme et l'information. Alors je ne veux pas être trop long parce qu'il y a plein de choses et que les uns et les autres veulent dire et exprimer, mais ce que je voudrais insister, puisqu'on a la chance d'être tous ensemble dans ce colloque, ce premier colloque, hein, dont je me réjouis ici en Tunisie, à Tunis, eh bien, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous êtes et nous sommes tous au cœur d'une problématique qui est porteuse d'espérance, qui est porteuse de résultats, nous le savons. Le simple problème, c'est une question de volonté. Il faut qu'à chaque étage, à chaque niveau, il y ait une volonté de mettre en œuvre ces nouvelles techniques qui ont fait leurs preuves chez d'autres et qui feront exactement la même chose, leurs preuves ici en Tunisie, parce que c'est juste une question, je vous disais, de volonté, beaucoup plus que de moyens, parce que les moyens, tout le monde les a aujourd'hui ou pratiquement. La technique, elle s'acquiert relativement facilement avec de bonnes écoles et des universités, hein. Donc ça, c'était assez facile. Mais c'est surtout un état d'esprit, une volonté et un état d'esprit. Alors, ayez l'état d'esprit intelligence économique, et vous verrez que les choses arriveront naturellement dans le bon sens, du côté positif, et vous irez vers le succès. Merci. Je vais prendre la parole pour essayer de répondre aux différents points qui ont été évoqués. D'abord, moi, je vous citerai une phrase d'un souverain qui s'appelait Guillaume d'Orange, et qui a dit une phrase que j'aime beaucoup, parce que je pense qu'elle s'applique bien au problème d'intelligence économique. Il n'est point nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est-à-dire que, en réalité, nous savons que toute organisation humaine, tout concept nouveau, rencontre des difficultés pour se mettre en œuvre, et c'est normal, parce qu'il choque, il gêne un certain nombre d'habitudes, il remet en cause des usages, hein, qui datent d'il y a longtemps, et donc d'arriver avec quelque chose de nouveau qui change les règles et qui va obliger tout le monde à s'adapter, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile, et quand je vous disais tout à l'heure, ça démarre toujours par une volonté venue d'en haut, hein, et ça veut dire qu'en réalité, il faut que la direction, que ce soit une entreprise, on en parlera tout à l'heure, mais également d'un pays, une organisation, quelle qu'elle soit, pousse à la roue en disant « j'en suis convaincu et derrière moi, il faut suivre ». Vous avez évoqué, par exemple, le problème du tourisme. Moi, j'ai été très frappé, je vais vous dire mon décodage, quand il y a eu ici la Révolution. Vous étiez la référence touristique de tout le Maghreb et d'une bonne partie de la Méditerranée. Qu'est-ce qui s'est passé? Au-delà des troubles qu'il y avait ici, deux pays ont lancé des campagnes de communication sur la qualité du tourisme chez eux, comparant clairement ce qu'ils pouvaient proposer par rapport à ce qu'ils proposaient ici avant la Révolution. C'est la Grèce et le Maroc. Et ils ont récupéré la plus grande partie des touristes qui venaient ici avant. Quel est votre problème aujourd'hui? Je pense que ici l'éminent, le responsable, sera d'accord avec moi là-dessus.
Votre problème aujourd'hui, c'est de récupérer des gens qui sont partis dans ces pays-là, qui ont découvert que ça marchait très bien, qui ont été particulièrement bien traités, parce qu'en là-bas, ils n'étaient pas fous, et ils se sont dit, c'est le moment ou jamais de les fidéliser comme consommateurs, c'est-à-dire comme touristes qui viendront, qui reviendront chez nous. Donc, ils ont fait des efforts, et évidemment, eh bien, de votre côté, le problème, c'est de récupérer, pour relancer le tourisme ici, il faut récupérer une bonne partie ou la majeure partie de ces gens que vous avez perdus. Et puis, c'est pas suffisant, il faut en attirer d'autres. Et pour ça, on revient au problème de l'intelligence économique, il faut aller chercher les informations sur ce qui se fait ailleurs, pour voir comment on peut affirmer des caractères différenciants qui font qu'on va plutôt venir chez vous qu'ailleurs. Ça va être le prix, ça va être le service, ça va être la qualité de vie, ça va être ce que vous voudrez, mais il faut avoir des choses qui vont attirer. Et si vous n'êtes pas capable, ou s'il y a des problèmes suffisamment forts qui cachent cette réalité, eh bien, ça ne marchera pas. Et vous le savez bien, c'est toute la difficulté auquel on est confronté, mais dans tous les pays d'ailleurs, hein, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, je vois la France se vendre d'être un pays avec énormément de tourisme. N'empêche qu'il y a des moments où l'Espagne a beaucoup mieux travaillé que nous, et l'Espagne a su attirer beaucoup plus de touristes que nous. Bon, et puis on s'en est rendu compte. Alors on a dit, il y a eu des efforts qui ont été faits d'amélioration. C'est pas terminé, bien sûr. Et puis quand on s'est rendu compte qu'on n'arrivait quand même pas à avoir suffisamment de touristes avec les Européens, on a été chercher les Chinois. Et aujourd'hui, vous avez trois jumbo chinois qui atterrissent tous les matins, hein, à Roissy et qui nous amènent donc 2000 touristes qui viennent passer 3-4 jours à Paris. Bon, c'est tout, si vous voulez, tout ça. C'est ça l'intelligence économique, c'est-à-dire cette capacité, vous l'avez dit les uns et les autres, il faut avoir une capacité d'anticipation, mais il faut avoir aussi une capacité de réaction. Mais pour avoir une capacité d'anticipation ou de réaction, il faut avoir les bonnes informations. Alors bien sûr, vous avez toujours des gens, et c'est ce que j'entendais bien ce que vous disiez, il y a toujours des gens qui vous diront, mais moi souvent je l'entends dans les entreprises, je l'entends dans les États, qui vous disent, mais attendez, mais nous on est géniaux, on n'a besoin de rien, on a tout compris, on sait tout faire. Et Dieu sait s'il y en a qui sont convaincus, effectivement, en plus, ce qui est grave, ils sont convaincus que c'est vrai. Bon, dans la réalité, l'expérience montre que dans la durée, ces gens-là rencontrent des problèmes. Seulement, quand ils s'en rendent compte et qu'ils ont des difficultés, c'est trop tard. L'engrenage qui fait qu'on dégringole est déjà entamé et on n'arrive plus à redresser. Alors, donc, il y a tout un travail à faire pour justement sensibiliser en se disant qu'on n'arrive pas à tous les coups et que au niveau d'un État, eh bien, comme d'ailleurs au niveau des entreprises, ça a été dit par certains pour des grandes et des petites entreprises, vous avez des entreprises, vous avez des morceaux de l'État, des services de l'État qui se passionnent et qui disent on y va. Ben là, on a entendu parler du tourisme, on parlait d'autres choses aussi. Et puis il y en a d'autres, on se dit mais pourquoi ils ne réagissent pas, pourquoi ils ne l'utilisent pas? J'écoutais tout à l'heure la question par le commentaire sur le Maroc, mais moi je vous dirais par exemple qu'en France, on a lancé l'intelligence, on a relancé l'intelligence économique en 2002, hein, et il a fallu attendre 2014, c'est-à-dire 12 ans plus tard, pour que nos diplomates, enfin le ministre en chef des diplomates, M. Fabius à l'époque, disent aux diplomates, il est temps de penser à l'économique. Il est temps de vous intéresser aux entreprises. Parce que jusque-là, nos diplomates, ça ne les intéressait pas. Ça ne c'était pas bien, c'était pas chic pour un diplomate de parler d'économie, de parler d'entreprise, de parler de contrat. Bon, et pendant ce temps-là, les autres pays, ils signaient les contrats à notre place. Alors depuis 2013-2014, il y a eu ce qu'on a appelé chez nous la création de la diplomatie économique ou de la diplomatie d'entreprise. Donc on a mobilisé le ministère des Affaires étrangères pour justement s'intéresser aux contrats. Moi, on l'a rappelé tout à l'heure, moi j'ai dirigé pas mal d'entreprises, dont des entreprises allemandes et suisses. Bon, une entreprise allemande et suisse. C'était fascinant. À l'époque, mais je vous parle de ça dans les années 90, moi, quand je partais à l'étranger, j'étais accueilli par les gens de l'ambassade allemande qui m'avaient pris les rendez-vous. En tant que président d'une société suisse-allemande, hein, eh bien, on m'avait pris les rendez-vous pour que je voie tout le monde. Moi qui étais français, j'en revenais pas. Ça m'était jamais arrivé au niveau français. Pire encore, une fois, je me souviens, je ne dirai pas où, une fois, j'ai l'ambassadeur qui me dit « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» J'ai dit « Monsieur, je viens essayer de vendre des produits français. » « Mais mon pauvre ami, vous n'y arriverez pas et ça n'a aucun intérêt. »
Eh oui. Bon, c'est pas pour autant que je me suis arrêté. Parce que, comme ça a été dit par les uns et par les autres, il faut continuer. Hein, comme on dit chez nous, hein, sans cesse, il faut remettre le métier, il faut remettre sur le métier pour avancer. Alors, vous avez dit aussi, j'ai noté, excusez-moi, je reprends ce que j'ai noté à la volée, le comment en réalité, hein, vous avez dit les outils de la veille, tout ça, est-ce que c'est bien utile? Alors moi, je veux dire, je pense qu'il faut reprendre tout le processus, si vous voulez. Il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Les outils que nous utilisons correspondent à des étapes du processus d'intelligence économique. Mais le processus d'intelligence économique, comment on peut le décliner par étapes? Parce que c'est ça en définitive. Au départ, c'est une idée. Hein, la volonté du patron, du politique, de l'environnement, qui dit « voilà ce que je veux obtenir. Je veux tripler le nombre de touristes en Tunisie. » C'est un vrai objectif. Je veux développer une activité industrielle dans tel domaine, dans telle zone. C'est un objectif. Donc, je veux développer les relations commerciales, économiques, techniques, culturelles avec tel pays. C'est un objectif. Dans tous les cas de figure, après cette intention, cette idée, si vous voulez, de base, hein, le problème, c'est pour l'intelligence économique, c'est de dire, bon, pour pouvoir répondre à cette question, quels sont tous les éléments que je dois aller chercher? Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire et très long. Il faut commencer donc par faire le cadre de votre recherche. Il faut définir le cadre de la recherche. Et si on fait cet exercice, on s'aperçoit que entre la recherche intuitive, si vous voulez, au doigt mouillé, où on dit bon, on va par là ou par là, et la recherche technique, où là on dit bon, voilà ce qu'il faut que je regarde, il faut que je vérifie telle chose, telle filière, tel type de loi, tel type d'organisation, la culture des pays concernés, et ainsi de suite, on va tout faire, on va voir qu'il y a énormément de questions, et on se sera fait le cadre de votre recherche. Seulement, en général, la plupart des gens qui font de l'intelligence économique s'arrêtent là. Et ils se trompent. Parce que lorsque vous cherchez l'information sur ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre de votre recherche, vous allez perdre deux éléments essentiels. Les évolutions géopolitiques et les évolutions tout court de la société, du monde économique et autres. Donc ça veut dire que, après avoir défini le cadre de la recherche, il faut que vous fassiez de la prospective. Et ça, c'est un domaine qui, dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'entreprises, on ne fait pas assez, parce qu'on vit dans un monde d'immédiateté. Nous, on veut répondre sur l'instant. Enfin, dans notre monde à nous, hein, le monde méditerranéen et autres, on répond sur l'instant. Si j'étais en Chine, chez les Asiatiques, c'est pas du tout la même chose, ils travaillent dans la durée. Ils sont exactement l'opposé de nous. Ils sont pas pressés, ils ont le temps, ils savent que le temps fait avancer les choses. Nous, c'est pas ça. Nous, on est là, on a besoin de répondre tout de suite. Donc on va chercher des informations immédiates. C'est très bien, mais il faut aussi faire de la prospective, il faut aussi se dire, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tous les paramètres que j'ai identifiés, comment ils peuvent évoluer. Et vous allez vous apercevoir en faisant ça, qu'un certain nombre de ces paramètres, effectivement, vont changer les règles du jeu. Et vous aurez à décider si vous les prenez en compte ou pas. Vous aurez à décider si vous les intégrez dans votre réflexion stratégique ou pas. Et vous verrez que ça vous changera complètement le futur. Et dans cette analyse, cette prospective, la géopolitique est essentielle. Quand on parlait de l'Afrique, puisque la question était posée sur l'Afrique, vous ne pouvez pas aujourd'hui tenir compte, travailler sur l'Afrique, toute la partie sud de l'Afrique, si vous ne prenez pas en compte l'évolution géopolitique et les risques géopolitiques consécutifs à chacun des régimes qui sont là-bas. Il faut essayer d'imaginer comment ça peut se passer, comment ça peut évoluer, en prenant le passé, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe aujourd'hui, et en essayant d'imaginer ce qui pourrait se passer demain. Vous devez aussi regarder les évolutions économiques de ces pays. Parce que, entre nous soit dit, on nous raconte, vous l'avez tous entendu, vous l'avez tous lu, que l'Afrique, c'est le nouveau continent d'avenir, que ça va se développer à 7% par an, et comme ça se développe à 7% par an, ça va être comme la Chine. Mais c'est un mensonge éhonté.
c'est une absurdité. Parce que la Chine, elle avait bloqué les naissances, puisqu'on avait droit à un enfant par famille. Et qu'à partir de ce moment-là, tout le développement économique de la Chine a été consacré au développement économique. Toute la montée en puissance, toute la richesse créée en Chine a été consacrée au développement économique. Parce qu'il n'y avait pas d'autres besoins. L'Afrique va doubler de population dans les 20 ans à venir. Ça va à toute vitesse. Ok ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que une grosse partie, la majeure partie de la croissance économique va être absorbée par la nécessité de faire vivre ces générations qui arrivent. Résultat, une bonne partie de cette fameuse croissance à 7% ne va pas servir au développement économique. Donc ça, c'est très important, parce que si vous ajoutez, et je fais de la géopolitique en intelligence économique, si vous ajoutez à ça que sur l'Afrique, et comme je vous disais tout à l'heure, il y a des pays riches et il y a des pays pauvres. Il y a des pays qui, sur le plan climatique, sont potentiellement formidables, et puis il y en a d'autres, malheureusement, qui sont désertiques et qui sont très pauvres. Qu'est-ce qui va se passer avec ce que je viens de vous dire avant ? Et là, on est dans la prospective. Eh bien, vous allez avoir, et ça a déjà commencé, des flux de migration très importants, des flux migratoires importants des pays pauvres vers les pays riches. Déjà aujourd'hui, moi je vois quand les Européens se plaignent de la migration vers l'Europe. La migration vers l'Europe ne représente que 10% des migrations en Afrique. Tout le reste se passe entre les pays d'Afrique. Et les changements sont majeurs. Regardez par exemple, quand les gens pauvres du Burkina Faso sont venus en Côte d'Ivoire, eh bien, il y a eu le renversement de M. Gbagbo, la prise du pouvoir par M. Ouattara et par les musulmans. C'est une réalité géopolitique qui venait du fait que les gens très pauvres du Nord sont descendus vers le Sud, où il y avait du travail et on pouvait manger. Eh bien ça va continuer. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en prospective, vous voyez que l'Afrique ne sera pas un continent qui va se développer. Mais dans ce continent, il y aura des taches blanches de développement formidables. Et puis des taches noires, qui seront des catastrophes, qui deviendront des zones de non-droit, absolument de non-droit, parce qu'il n'y aura plus d'économie, il n'y aura plus personne, parce qu'ils seront trop pauvres, et les conditions de vie seront terribles. Et ça, si vous ne prenez pas ça en compte, eh bien vous allez complètement vous fourvoyer dans votre attaque de l'Afrique. Et je vous dis ça, c'est pas en l'air, c'est parce que j'ai souvent l'occasion d'en parler avec des gens qui me disent « je vais aller sur l'Afrique » et je commence à leur dire « attendez, regardez les pays africains d'avenir. Regardez dans ces pays africains d'avenir ceux dans lesquels votre production correspond à leurs besoins. » Parce que là aussi, vous n'imposerez pas en Afrique des produits que vous voulez leur vendre, mais qu'eux ne veulent pas. Donc, c'est toute cette réflexion, si vous voulez, qu'il faut faire. Et une fois que vous avez fait cette réflexion géopolitique et de prospective, alors ensuite, vous allez faire toutes les recherches, dont je vous parle en donnant quelques synthèses, mais vous allez faire toutes ces recherches, et ces recherches qui vont vous permettre de construire une vision en intelligence économique qui va servir à vos décideurs pour faire de la stratégie. Mais si vous sautez des étapes de ce que je viens de vous raconter, eh bien vous allez perdre une partie de votre efficacité. Je ne dis pas que tout sera mauvais. Vous pouvez avoir des intuitions, vous pouvez aussi voir des choses intéressantes sur certains points, mais vous allez passer à côté d'une partie du jeu. Or, nous sommes dans un jeu dans lequel il faut tirer parti de tout, parce que la concurrence est dure, et comme je vous le disais tout à l'heure, comme la concurrence est très dure, les meilleurs, c'est ceux qui savent s'infiltrer partout où il y a une opportunité. Et puis parmi toutes les opportunités, on ne gagne pas tout le temps. Mais il y en a une, ou deux, ou trois, où ça marche. Et puisque vous parlez de l'Afrique, par exemple, un des problèmes aujourd'hui de l'Afrique aussi, c'est le financement des projets. Je remarque, puisqu'on parlait du Maroc et de la Tunisie, je remarque que le Maroc a développé toute une activité bancaire pour le financement de projets en Afrique, et que grâce à ça, les entreprises marocaines et d'autres passent par le Maroc pour aller en Afrique, parce qu'ils savent que c'est les banques marocaines qui vont financer leurs projets.
Parce que ça aussi, ça fait partie du jeu, ça aussi c'est de l'intelligence économique. Si je vais quelque part et que je n'ai pas les moyens de financement pour le faire, je ne peux pas m'en sortir. Juste quelques petits commentaires. Oui, moi je voulais juste faire quelques petits commentaires par rapport à ce qui a été dit, là, à différents, pas tout, parce qu'il y avait beaucoup de choses de dites, et je trouve très intéressantes. Et cette deuxième table ronde, en définitive, a permis de voir justement des applications pratiques, des applications opérationnelles, hein, de ce dont on parlait depuis ce matin. Et dans ce cadre-là, je pense que chacun peut en tirer pas mal d'enseignements. Je crois qu'après, d'ailleurs, Henri va compléter, puisqu'il a envie de vous donner quelques trucs en plus qui pourront vous être utiles. Moi, je voulais revenir sur quelques points que j'ai notés, mais qui me paraissent importants, toujours dans le cadre de l'intelligence économique, et qui ont été plus ou moins soulignés par les différents orateurs. Le premier d'abord, c'est que l'intelligence économique, et vous l'avez très bien dit, au départ, c'est un concept. Un concept qui est sur un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes. Bon. Et ce concept, il est global, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, on vous l'a dit, on peut l'utiliser sur n'importe quoi. On peut l'utiliser pour le juridique, l'intelligence juridique, on peut l'utiliser sur le tourisme, on peut l'utiliser sur le culturel, sur l'économique, sur une quantité de choses. Et on peut l'utiliser pour les grandes comme pour les petites entreprises. Mais il y a un problème qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est que le concept d'intelligence économique doit s'adapter par rapport à celui qui va l'utiliser. C'est-à-dire que si vous êtes une grande entreprise, vous ne pratiquez pas l'intelligence économique comme une petite entreprise. La boulangerie du coin, le pâtissier du coin, il peut faire de l'intelligence économique et réussir mieux que les autres dans son quartier, en utilisant les techniques d'intelligence économique. Mais il n'a pas besoin pour ça d'utiliser tous les moyens nécessaires, par exemple pour un grand groupe de télécommunications. Ça n'a rien à voir. Le secteur n'est pas le même, la taille n'est pas la même, tout est différent. Donc, il faut bien voir, il faut à chaque fois s'adapter. Et s'adapter non seulement à sa problématique, je dirais, économique ou technique, mais aussi, et il ne faut surtout pas l'oublier, ça a été abordé d'une certaine manière, à l'environnement culturel. On ne travaille pas de la même manière en intelligence économique avec les Américains, les Chinois, les Français ou les Tunisiens. À chaque fois, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'avant de commencer, j'aurais dû vous le dire ce matin d'ailleurs, c'est avant de commencer à se dire qu'est-ce que je suis, il faut aussi se poser la question comment on fonctionne dans l'environnement culturel de ma cible. Ma cible étant mon pays, ma cible étant d'autres pays, comment il marche. L'Américain, par exemple, n'a pas du tout le même mode de fonctionnement intellectuel que le Chinois. Il n'a pas non plus les mêmes lois. Il n'a pas non plus les mêmes réactions par rapport à des problèmes économiques, sociaux ou autres. Ici, on parle, par exemple, on parlait de social. Quand vous parlez de social à un Américain, il sort son revolver. En plus, ils ont le droit tous de l'avoir. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout la même mentalité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont antisociaux, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas la même approche du problème que nous. Bon. Si on prend le problème culturel, c'est pareil. La culture de l'immédiateté, par exemple, chez les anglo-saxons, ou la culture des moyens qui sont prioritaires pour un anglo-saxon, l'utilisation des moyens, bon, ça n'a rien à voir avec la culture chinoise de la durée, du temps, et dans lequel le temps est un élément stratégique au moins aussi important que les moyens qu'on va mettre en œuvre. Et si vous allez sur des pays comme les pays méditerranéens, la Tunisie, la France, tous les pays de Méditerranée, bon, il est évident, là c'est encore différent, puisque nous on privilégie l'individu, on est tous convaincus qu'un individu peut renverser les montagnes, comme on dit. Ça c'est la caractéristique de la Méditerranée. On peut partout, tout autour, on pense que vraiment, l'homme tout seul, il est capable de changer le monde. Alors que vous dites ça à un Chinois, mais il vous regarde, il ne comprend pas, parce que pour lui, c'est le groupe qui compte, c'est pas l'individu. Et l'Américain, c'est exactement pareil pour d'autres raisons, il dit, mais enfin, de toute manière, l'homme ne tient pas par rapport aux moyens qu'on va mettre en œuvre. Donc, je vous dis ça parce que c'est très important, quand on parle d'intelligence économique, à chaque fois de se dire, attention, j'adapte le concept par rapport à ma problématique.
Et si vous ne le faites pas, vous serez beaucoup moins bon. Alors ça, c'était le premier commentaire que je voulais faire. Le deuxième, c'est sur le partenariat public-privé qui avait été évoqué en particulier par le président qui est venu tout à l'heure, qui est venu gentiment intervenir. Plus vous faites de l'intelligence économique et plus vous comprenez dans le monde actuel, je ne dis pas que c'était ça il y a 100 ans, mais dans le monde actuel, plus on avance et plus on se rend compte que l'État ne peut pas tout faire, mais que l'individu et la société en général ne peut pas tout faire non plus. On rentre de plus en plus avec les moyens d'information qui circulent dans tous les sens, avec la 4G, la 5G un jour et tout ce qu'on voudra, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tout le monde a partie liée. C'est-à-dire que nous sommes tous dans un mouvement global d'intérêt commun, dans tous les domaines. L'État a son rôle, l'État a ses informations, l'État a ses moyens, mais les individus et les sociétés privées ont aussi leur rôle, ont aussi des moyens et sont aussi de capacités. Donc, ça veut dire que le partenariat public-privé, l'échange, si vous voulez, est quelque chose de très important. Et c'est vrai que dans nos sociétés, là encore, nos sociétés méditerranéennes, on a du mal à arriver à ce stade-là parce qu'on est issu d'une culture et d'une histoire dans laquelle ça ne fonctionnait pas comme ça. Et ça aussi, c'est un grand changement actuel. Alors, le troisième grand changement, par rapport à ce qui a été dit, sur lequel je voulais insister, c'est, je viens de vous parler du culturel et du social, mais je voudrais insister sur le fait que, et ça a été dit, le futur appartiendra à ceux qui maîtrisent toutes les nouvelles technologies. C'est clair. Aujourd'hui, vous savez, moi je fais partie d'une génération dans laquelle on nous a appris, quand on était tout jeune, on nous disait, avec le marxisme à l'époque, on nous disait, voilà, c'est simple, hein, il y a les exploiteurs et les exploités. Alors bon, c'était clair, au moins c'était facile. Hein. Il y avait les gentils et les méchants, il y avait, bon, alors selon le point de vue où on se plaçait, bien sûr, hein, c'est Star Wars, hein, il y a les blancs et les noirs, c'est facile, ça marche. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. On ne fera plus dans le futur la séparation entre les gens par la richesse, par le niveau social. Ça, c'est fini, tout ça. C'est en train de disparaître, même si nous sommes encore en train de le vivre. La réalité du futur, et là on le voit bien quand on fait de la prospective, c'est qu'il y aura deux catégories dans le futur, ceux qui ont accès à la connaissance et ceux qui n'ont pas accès à la connaissance. Et vu la différence d'information que détiendra celui qui a accès à la connaissance, celui ou celle qui a accès à la connaissance par rapport à l'autre, il se créera un fossé terrible entre les uns et les autres, aussi bien dans les pays et dans les sociétés qu'entre les pays. Malheur au pays qui n'a pas la capacité, justement, de développer sa jeunesse à l'utilisation des nouvelles technologies. Malheur au pays qui n'aura pas la capacité d'investir dans toutes ces technologies de manière à ce que ses citoyens puissent en profiter. Malheur aux entreprises qui croient qu'elles peuvent survivre sans faire ce type d'investissement. On va rentrer dans un système dans lequel tous ceux qui ne voudront pas être dans la course vont être distancés, mais vont être distancés de manière irrémédiable. Et ça, c'est très très important parce que ça aura des conséquences qu'on n'imagine pas, on a du mal à imaginer les conséquences. Puisque regardez, à l'époque où les Américains, les chercheurs vous parlent de l'homme augmenté, hein, on branchera des hommes ou des femmes sur la machine, enfin c'est ce qu'ils disent, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais enfin bon, ça, c'est vers ça qu'ils pensent. Bon, on dit que ça sera extraordinaire, mais ce qui est terrible, quand on y réfléchit, c'est que si vous branchez quelqu'un sur une machine et qu'il devient plus intelligent, qu'est-ce qui se passe quand il n'est pas branché? Quand on le débranche, il devient idiot, ou il devient moins efficace. Ça sera insupportable pour ceux qui vivront ça. Mais il y a bien pire. Il y a ceux qui n'auront pas droit d'approcher la machine. Et ceux-là, par contre, ils sont les oubliés. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que l'intelligence économique, je reviens quand même à l'intelligence économique pour conclure ma petite intervention. L'intelligence économique, je vous disais tout à l'heure, faites de la prospective, regardez ce qui se passe. Ne regardez pas uniquement votre petit problème, ayez une vision plus large. Hein, comme disent les Américains, think out of the box, hein, sortez des limites de votre univers pour essayer de voir un peu ce qui se passe autour. Hein, et vous découvrirez qu'en définitive, l'intelligence économique n'est qu'une des composantes, ce concept n'est qu'une des composantes d'un monde qui change,
d'un monde dans lequel il faut être pour survivre et pour se développer. Donc c'est à partir de ce moment-là, on voit encore plus l'intérêt de l'intelligence économique et on comprend encore mieux que ceux qui ne veulent pas ou ceux qui ne font pas l'effort de l'utiliser, eh ben, ils vont être des grands perdants. Et j'ajouterais juste un commentaire, parce que je trouvais ça très intéressant aujourd'hui, c'est que on prend un groupe comme le vôtre, qui est formidable, ou de gens qui sont tous intéressés par l'intelligence économique, et on s'aperçoit que la perception de chacun d'entre vous de l'intelligence économique telle qu'elle est faite chez vous, eh bien, d'un côté, on voit des choses formidables qui sont faites, d'un autre côté, il y en a qui disent « non, mais c'est pas suffisant », ce qui est vrai, c'est jamais suffisant. Il y en a qui disent « on fait rien », ah oui, ils sont pas forcément au courant de tout. En définitive, derrière tout ça, on revient au problème qu'on a évoqué au tout début de cette matinée, le problème de la coordination et la coordination générale de l'ensemble. Pour qu'une entreprise ou un État réussisse, il faut qu'il coordonne l'intelligence économique appliquée à l'ensemble des activités, des services, des directions, des ministères de son pays ou de son entreprise. Si je peux. Oui.